Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans un procédé critique, il va être temps pour moi de refermer ma rétrospective de la saga Star Wars avant la sortie de l'épisode 9, en abordant le cas très épineux du 8e volet tant décrié par les fans, Star Wars Les Derniers Jedi ou The Last Jedi en VO. Et là, même sur le titre, il y a eu une polémique parce qu'il aurait été mal traduit, ce serait plutôt Le Dernier Jedi. Mais bon, quand on voit l'ensemble du film, finalement, les deux interprétations sont possibles. Sorti en 2017 et réalisé par Rian Johnson, qui s'est ramassé depuis des torrents de merde sur la gueule. Et on va essayer de voir dans cette vidéo, qui va pas être facile à faire, si c'est justifié ou non, tout en gardant raison. Voilà, il faut raison garder, tout simplement. Au casting, retour des acteurs de l'épisode 7, donc Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Adam Driver, Mark Hamill et Carrie Fisher, qui est décédé entre-temps. Il n'y a plus de Harrison Ford, puisque Han Solo quick, donc dans le réveil de la force. Et des ajouts tels que Kelly Marie Tran, la pauvre actrice qui va jouer Rose et qui va s'en prendre elle aussi plein la gueule alors qu'elle y était pour rien. Voilà, les gens ont tout mélangé. Et des guest stars, Benicio del Toro, quand même, c'est pas n'importe qui, et encore moins n'importe qui à mes yeux, l'excellente Laura Dern, qui va jouer un rôle assez particulier d'une amirale, caution féministe du film ou pas, je ne sais pas, mais bon, passons. Pourquoi pas, après tout. Parce que oui, cet épisode 8 est un film qui s'inscrit dans son temps, hein, on va y revenir sur certaines thématiques, et qui, en fait, pour beaucoup de fans, a été très décrié parce que Rian Johnson aurait dit en gros « Fuck you, J.J. Abrams », désolé pour ces vulgarités, en déconstruisant totalement ce qu'il a fait donc dans le 7e volet. Et pour beaucoup, chaque scène est là pour contredire ce qui a été fait avant, et du coup, problème de continuité, de cohérence. Le 8e épisode est juste là pour effacer le 7e, donc quid d'une trilogie qui va être bancale ou non. On va essayer d'analyser ça en toute quiétude et en toute improvisation, ça va pas être simple. Et le début du film, donc quelques temps à peine après la fin de l'épisode 7, on retrouve Rey sur l'île mystérieuse ou de cette planète un petit peu isolée où se trouve Luke. Elle fait face à Luke, c'est comme ça que l'épisode 7 se conclut, et elle lui tend son sabre laser, enfin, oui, le sabre laser qu'il a perdu sur Bespin à l'époque, qui a appartenu à son père avant. Et Luke le reçoit, oui, c'est un sabre laser du pauvre, hein, désolé. Luke le reçoit, il le regarde, et le balance nonchalamment, comme si de rien n'était. Et ça, c'est un premier coup de JJ, de la part de Rian Johnson. « Hey JJ, ce que tu as fait avant, ça m'a pas plu, moi je pars sur ma route, je vais faire totalement autre chose. » Et là, nous avons un petit souci. Parce que, objectivement, oui, je le dis, le film est réussi, il surprend, il prend des risques, j'aime ça. J'ai aimé le fait qu'on sorte un peu de certains codes et tout, même s'il y a vraiment des clins d'œil aux films précédents, dans cet épisode-là. Mais Rian Johnson a voulu totalement aller à l'inverse de J.J. Abrams. Et je ne sais pas pourquoi Disney ou les producteurs ont laissé faire ça, à moins que ce soit une volonté, je ne sais pas, hein, une allégorie de la force avec d'un côté le côté obscur, le côté lumineux, et que les deux vont former une sorte d'équilibre avec l'épisode 9. Voilà, on peut imaginer ça. Bon courage pour J.J. Abrams et son épisode 9 sur ce point d'ailleurs. Et du coup, t'as l'impression en fait en voyant ce film que tout est là pour contredire ce que J.J. Abrams dans l'épisode 7 a fait avant. Et au-delà donc, si tu enlèves ça, ok, le film est très bon. Il est réussi visuellement aussi, il y a des scènes spatiales extraordinaires, les personnages ont un côté assez fort parfois, il y a de l'humour qui est pas si mal géré que ça, même si parfois le côté du sabre laser jeté comme ça, c'est un petit peu déplacé, mais finalement c'est logique dans l'attitude de Luke par la suite. Et il y a des belles choses, mais le problème c'est qu'il y a des choses à redire aussi, et dans la cohérence globale, ou même dans la cohérence interne du film. Donc voilà, alors je vais essayer de faire un résumé pas trop linéaire, plutôt, on va dire, péripétie par péripétie, parce que pendant près d'une heure et demie, Rey et Luke sont ensemble sur cette île et tout. Rey essaye à tout prix que Luke change d'avis, il la forme, tout ça. Lui, il n'a pas envie. Luke est en mode désemparé, nihiliste. Il a perdu Ben Solo avant, donc il n'a plus envie de rien. Il s'est même coupé de la force, enfin pas trop, parce qu'il est quand même à un endroit où il y a les textes sacrés des Jedi. Et vu ce qu'il va faire à la fin du film, où il ne s'est pas complètement coupé de ça, sinon il n'aurait jamais pu faire ça. Bon, voilà, il s'en fiche, il veut pas, il est devenu vegan, ultime pêcheur, machin, pas vegan, végétarien, parce qu'il mange du poisson quand même, il respecte la nature, les animaux, machin, super. Alors là, on a une thématique, c'est là où je disais que le film est inscrit dans son époque, où
on fustige peut-être ceux qui mangent de la viande sans réfléchir, Chewbacca en tête, qui va être attendri par un porg, vous savez, ces petites bestioles qui vivent là-bas et qui ont été insérées dans la saga juste pour vendre des jouets à Noël. D'ailleurs, même mon neveu à l'époque en a eu un. Voilà, et donc, ouais, bon, pourquoi pas, c'est juste que ça n'a pas grand-chose à faire là, mais après tout, il y a eu les Ewoks avant, alors pourquoi pas les porgs? Sauf que les Ewoks, ils ont servi à l'intrigue, eux. Les porgs, non. Voilà. Et bon, après tout, ils sont là très vite fait, ils changent pas grand-chose, mais c'est juste que ça rajoute des scènes pour rien, quoi. Donc voilà, finalement, Luke accepte, parce que il apprend la mort de Han, donc pourquoi pas, machin. Et il voit que Rey est très puissante, il voit en elle une, on va dire, un petit peu l'autre face d'une pièce par rapport à Kylo Ren, parce que finalement Kylo Ren et Rey dans ce film sont les deux faces d'une même pièce, ils sont présentés comme cela, et donc il a peur, mais finalement il va suivre sa formation. Il y a le côté obscur, elle aussi elle a sa scène dans la caverne comme Luke l'a eu sur Dagobah, où elle va être face à plusieurs elle-même et tout, alors qui est Rey et tout. Je ferai peut-être une conclusion dans cette vidéo pour dire ma petite théorie à ce sujet. Ok, c'est super visuellement, ça passe, il y a une bonne relation entre les deux, et finalement, c'est le meilleur duo relationnel du film à mes yeux. Et finalement, Luke va accepter d'aider Rey, la former, enfin, il va lui donner quelques préceptes, sauf qu'il se rend compte qu'elle n'a pas besoin de grand-chose, elle maîtrise déjà tout, elle est over-cheatée, ça c'est l'une des choses qui ne change pas avec elle par rapport à l'épisode 7. Oui, parce que Rey, par rapport à l'épisode 7, outre le fait qu'elle est donc hyper forte et on sait pas pourquoi, et il y a des changements, c'est que dans le 7 elle était une fonceuse et tout machin, voilà, et dans le 8 elle commence à se poser des questions existentielles, ce qui en soi est normal, elle est humaine quoi, et donc l'histoire de ses parents, parents ou pas, est-ce qu'elle est quelqu'un, est-ce qu'elle est personne, et c'est là que Kylo Ren va lui faire cette révélation qui a aussi beaucoup déçu les fans, tu n'es personne, tu es la fille de personne, machin, tes parents t'ont abandonné, ils sont morts, blablabli, blablabla. Bon. Rappelez-vous que Kylo Ren est quand même un Sith, enfin, un gars du côté obscur, pas un Sith du coup, et qui lui a peut-être menti. On verra dans l'épisode 9, si J.J. Abrams n'était pas d'accord avec ça, de toute façon, il va repasser derrière, et j'ai un peu peur qu'il déconstruise l'épisode 8 aussi dans son 9. Hein. On n'est pas sorti de l'auberge. Donc voilà. Et autre chose qui est intéressante, tiens, je parlais de duo relationnel, finalement, il y a aussi un autre duo relationnel qui est hyper fort quand même dans le film, c'est Kylo Ren, Rey. Ryan Johnson a super bien géré la relation entre les deux, mais même limite trop. Ça va super loin quand même. Ils arrivent à se parler, se visualiser à travers la force, même à se toucher, à interagir physiquement à distance. La force est devenue totalement cheatée, et là c'est là où tu te dis quand même que dans la trilogie originale, la force elle était à peine utilisée à 10%, quoi. Bon, à la rigueur, pourquoi pas. Et interaction entre deux personnes qui semblent être des frères et sœurs, ou qui sont en train de tomber amoureux, on sait pas trop, allez savoir. Les deux faces d'une même pièce, c'est plutôt bien géré, mais il y a quand même des discours philosophiques entre les deux qui sont compliqués à avoir enfin, ils n'ont pas forcément un impact ultime dans le film, je trouve. Ça, c'est pas que ça sonne faux, c'est plutôt intéressant, mais je trouve que ça manque de relief en fait par rapport à l'intrigue globale. Parlons-en de l'intrigue globale quand même, puisque le Premier Ordre est toujours là avec le général Hux, Snoke et donc Kylo Ren, et en face la Résistance a du mal avec la générale Organa, Leia, qui voit ses troupes rebelles diminuer de plus en plus. D'ailleurs, dans le film, ils vont perdre beaucoup de gens, beaucoup de missions suicides, de sacrifices et tout. C'est la lente agonie d'une résistance qui ne peut pas s'en sortir. Mais bon, attention, il y a toujours un espoir, comme le dit si bien le personnage de Laura Dern d'ailleurs. Et bon, forcément, on va suivre nos autres héros, que ce soit Poe, Finn et donc Rose qui va rencontrer Finn, fan ultime de Finn, puis finalement peut-être un love interest entre les deux machins, voilà, et Poe Dameron, lui, le pilote qui est forte tête brûlée, qui va aller contre les ordres de Leia et surtout de l'amiral joué par Laura Dern, qui va remplacer Akbar qui meurt, hein, it's a trap, qui meurt n'importe comment ou pas, enfin bon, après tout, voilà. Bref, et voilà, il va se passer des trucs, machin, et des combats avec poursuite à la vitesse de la lumière, machin. C'est super visuellement, mais alors ça prend une place importante dans le film pour pas grand-chose, si ce n'est pour renforcer la thématique du sacrifice et du don de soi, donc de l'espoir porté par ces gens-là qui vont tout donner au cas où. Pourquoi pas. Aussi la désobéissance, Poe Dameron, donc, qui voit bien que ses chefs ne prennent pas une bonne décision et du coup il crée une mutinerie. Et de l'autre côté, Finn et Rose qui vont partir de leur côté, essayer de sauver tout le monde, machin, en trouvant un gars pour craquer un code, enfin, bon bref, voilà, sauf qu'ils échouent.
si ce n'est pour aller donc dans ce Las Vegas stellaire, casino et tout, et y libérer, ils prennent, voilà, je sais pas, ils prennent conscience de l'esclavage que certaines personnes riches ont, voilà, bon, ça on l'avait déjà vu dans les thématiques précédentes d'autres films, hein. Anakin lui-même est un esclave dans la prélogie, donc dans le premier épisode, donc finalement, bon, pourquoi pas. Mais c'est ça, le problème, c'est que ce film, il se déroule sur plein de plans, il dure 2h30, il y a des sous-intrigues ou des intrigues parallèles qui ne servent pas à grand-chose et qui sont juste là pour faire évoluer des personnages, et si on s'attache pas trop à eux, bah c'est pas top, tu vois. Finn et Rose dans le film, ils ont leur existence et c'est intéressant, ils ont des choses qui se développent, quoi, parce que c'est des nobody eux aussi, comme Rey, hein, qui ont une importance, mais il y a trop de choses qui tournent autour d'eux. Ce qui se passe sur cette ville casino, je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, j'ai pas les noms sous les yeux, hein, je vais pas me prendre la tête. Bah, ça sert pas à grand chose, si ce n'est y voir là-bas les jeunes esclaves qui vont prendre conscience de la force, enfin l'un d'entre eux dans la scène finale. Oui, voilà, c'est l'idée de la génération, nouvelle génération. Ce film, c'est la transmission vers une nouvelle génération. C'est pour ça aussi que ça prend des risques, que ça casse certains codes, qu'on voit des nouveaux personnages qui prennent de l'importance. Je veux bien, mais dans la cohérence globale de la saga, il y a quelque chose qui peut clocher, et surtout vu l'épisode 7 auparavant. Et comme moi je viens de les revoir donc à une semaine d'intervalle, après m'être refait les 6 précédents plus Rogue One, j'avoue que même si j'aime beaucoup ce film visuellement et dans les choses qu'il tente, il y a un petit souci. Et donc je suis le cul entre deux chaises. Voilà. Et donc, d'autres choses qui m'ont un petit peu gêné dans le film, ou pas, enfin avec le recul, je peux comprendre aussi. J'arrive à comprendre certaines choses quand même, c'est pas si incohérent que ça. Le leader suprême, Snoke, qui a cette relation avec Kylo Ren, donc qui lui fait péter un plomb, casser le casque. Voilà, Kylo Ren casque son casque de l'épisode 7, là encore en mode Ryan Johnson. Ah, JJ, j'ai pas aimé ça. Donc ça y est, il s'émancipe totalement du souvenir de son grand-père, il fait sa crise d'ado et il devient presque adulte dans ce film finalement. Et donc Snoke qui rabaisse Kylo Ren, qui veut le piquer pour qu'il soit plus fort. Snoke, qu'on nous a vendu comme un personnage incroyablement mystique dans l'épisode 7, là il l'est en soi jusqu'à ce face-à-face incroyable avec Kylo Ren et Rey, donc, qui est un parallèle ultime de l'épisode 6 quand l'empereur fait face à Luke avec Dark Vador derrière, c'est pareil. Et ben Snoke il finit comme l'empereur, il se fait tuer par son apprenti Kylo Ren. Et il meurt, mais alors j'ai un peu l'impression que Snoke, il est super puissant, il est ultra cheaté aussi, il arrive à faire léviter Rey, il aurait, soi-disant, construit le pont entre les deux et tout, donc il lit dans leurs pensées, machin, sauf qu'il cherche Luke Skywalker et qu'il n'arrive pas à le trouver en lisant dans les pensées de Rey, mais bon, pourquoi pas, on peut imaginer qu'elle est ultra cheatée, qu'elle ait caché cette info aussi. Et donc Rey est sauvée par Kylo Ren, et Snoke meurt, on va dire, comme une merde, c'est pas le problème, à la rigueur, sa mort est intéressante, elle surprend, encore une prise de risque, mais c'est surtout qu'il meurt sans laisser de réponse et sans laisser des traces de son origine. Alors il paraît qu'il y a eu des livres qui sont sortis et tout, mais j'ai pas envie d'aller m'acheter des bouquins ou des trucs spin-off machin pour avoir plus d'informations sur ce monsieur qui nous a été balancé en grande pompe dans l'épisode précédent. Ça me dérange un peu. Peut-être que dans l'épisode 9, J.J. Abrams va y revenir et que, voilà, l'épisode 9, on entend le rire de Palpatine, il va peut-être y avoir une connexion entre Palpatine qui va revenir et l'existence de Snoke. Allez savoir. Et donc, ouais, c'est intéressant parce que donc, je reviens à la relation Kylo Ren et Rey. À ce moment-là, Kylo Ren décide de tendre la main à Rey et de lui dire « Viens, toi et moi, on va régner ensemble sur la galaxie !» Ça rappelle ce qu'Anakin, Dark Vador a dit à Luke. Et elle va refuser, machin, combat de sabre, le sabre se brise en deux. Là aussi, on brise les conventions, c'est une allégorie. Et Rey s'enfuit, elle tue pas hein, Kylo, elle essaye pas de le rendre prisonnier, de le prendre avec lui pour le raisonner, machin. Non, elle s'enfuit. Parce que, bah oui, la résistance, les rebelles sont en danger, et donc il y a cette scène finale incroyable sur cette superbe planète de sel, beau décor, avec des animaux en cristaux de sel aussi, voilà, beaucoup de beaux animaux dans ce film, hein, enfin, des animaux qui ont des importances. Et scène finale, le premier round qui attaque les rebelles, c'est la fin, mais non, Finn, en héros, non, sauvé par Rose qui l'embrasse, machin, waouh, 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 waouh. Et Luke Skywalker arrive faire diversion. Et c'est là que la fin est assez incroyable. Luke Skywalker décide donc de venir aider, et c'est en cela qu'il sauve les rebelles, la résistance. Et il arrive là-bas, mais il n'est pas là-bas, il reste sur son île en méditation ultime, transcendantale, et il s'est projeté en hologramme face à Kylo Ren. Ultra cheaté le gars, là la force dans ce film, elle est
C'est incroyable la dimension qu'elle prend, comment les gens possèdent la force. Et encore, j'ai oublié un truc, j'ai pas parlé de Leia, qui dans l'espace est laissée pour morte, mais qui grâce à la force va revenir façon Superman dans le vaisseau pour une scène superbe graphiquement, très belle, très visuelle. Mais que je comprends qu'elle ait énervé les fans. Moi, ça va encore, j'arrive à prendre du recul dessus, mais j'avoue que ça sort un peu de nulle part, tout ça. D'un seul coup, on apprend que Leia maîtrise la force, et en plus, elle arrive à faire ça et à tromper la mort, quoi, presque. Bon, et donc Luke arrive à la fin, hologramme diversion, mais en fait, en faisant cela, et en tourmentant une ultime fois Kylo Ren, qui là passe directement du côté obscur, peut-être jusqu'à l'épisode 9 du coup, et ben il a accompli quelque chose et il meurt épuisé en faisant un avec la force, en disparaissant, donc tel Obi-Wan face à Dark Vador avant. D'ailleurs là aussi, parallèle entre le combat Dark Vador Obi-Wan de l'épisode 4 où il dit si tu me tues, enfin bref, tu rendras les autres encore plus puissants, enfin voilà, si tu me tues tu feras une erreur et je serai encore plus puissant, je viendrai te hanter, machin. Voilà. Donc voilà, Rian Johnson c'est marrant parce qu'il fait quand même des gros parallèles, donc à l'épisode 4 ici, à l'épisode 6 dans cette scène face à Snoke, Rey, Snoke et Kylo Ren, mais sinon surtout le reste, c'est quand même assez violent comme il remet tout en cause, et donc voilà, conclusion, je comprends que les fans aient été déçus. Je suis un fan de Star Wars, j'ai pas été déçu, j'ai été choqué, surpris, et ébahi par les prises de risque quand même, je me dis que le gars il a des couilles, c'est fort ce qu'il a fait. Et ça m'aurait pas posé problème, du tout en fait, comme ça, si l'épisode 7 avant avait amorcé cette remise en question, alors que l'épisode 7 il était quand même plus proche du fanservice, quand même, très proche de l'épisode 4, très conventionné. Ça m'aurait pas posé de problème si cet épisode 7 avait été déjà amorcé un gros changement. Et là, voilà, là je suis un peu je suis mitigé, j'ai envie de dire que cet épisode 8, je ne le jugerai que quand j'aurai vu le 9. Pareil pour le 7 du coup. Il faut voir la cohérence des 3 épisodes ensemble et de cette trilogie pour moi avant de crier au scandale et tout. Après il y a eu des pétitions, il faut annuler ce film, il faut le refaire et tout. C'est de la création, c'est ça aussi que je voulais terminer là-dessus. C'est de la création, il faut quand même garder une certaine distance et accepter la proposition d'un auteur. Ce que Rian Johnson a fait là, c'est fort. Alors, oui, il y a des problèmes de cohérence parfois. C'est une évidence pure et nette, clairement. Je ne vais pas faire des détails ici, il y a des moments qui ont piqué quand même. Oui, il y a des moments inutiles. Alors, Finn et Rose, très bien. Moi, ces personnages, à la rigueur, ils ont le mérite d'exister et c'est cool. Mais il y a trop de choses autour d'eux. Il y a des... Voilà, enfin, leur relation est assez maladroitement menée quand même, et puis elle déborde sur l'intrigue générale, et c'est pénible. Alors, c'est d'ailleurs là qu'il rencontre aussi le personnage de DJ, joué par Benicio del Toro, qui sert à rien, si ce n'est à montrer qu'il y a des traîtres dans la galaxie, et il les vend au premier ordre. D'ailleurs, tiens, là-bas, retour de Phasma, qui était dans l'épisode 7, qui avait aussi beaucoup de potentiel et tout, et qui finit par mourir face à Finn, mais bon, là encore, à la rigueur, il y a un beau combat entre les deux, parce que Finn, c'est l'ancien... on va dire sbire de Phasma, donc on va dire l'esclave qui tue le maître, hein, grosso modo, donc ça, à la rigueur, ça passe. Mais bon, bref, pour en revenir à ce que je disais, il faut raison garder et attendre de voir ce qui va se passer aussi avec l'épisode 9, et après on fera le bilan. Mais ce ne sont que des visions d'auteur, et j'ai envie de dire, bah voilà, on leur a laissé carte blanche, ils ont fait ce qu'ils ont fait, et maintenant, oui, on a le droit de critiquer, il n'y a pas de souci, on a le droit de pas être d'accord, on a le droit de pas aimer, mais de là à crier au scandale et à les insulter, et à demander à ce que ça soit effacé pour refaire tout, non. Voilà, tant pis. Ou alors, voilà, les gens, réunissez-vous entre plusieurs, ouvrez un crowdfunding et faites un film, votre vision de l'épisode 8 avec vos acteurs et tout. Mais bon, c'est plus facile qu'à faire et puis il faut de l'argent, là, c'est sûr que forcément, c'est pas facile. Voilà. Donc voilà, mon bilan final de cet épisode, c'est que c'est très bon, ça prend beaucoup de risques, mais il y a quand même des gros problèmes par rapport à l'épisode 7, par rapport à certaines petites incohérences, par rapport à certaines intrigues qui traînent en longueur, et du coup, le film 2h30, il aurait pu faire un quart d'heure de moins, 20 minutes de moins, comme les autres Star Wars. Ça aurait été très bien. Je vais rester sur mon 7 sur 10 que j'avais mis à l'époque. À l'époque, j'avais eu du mal à sortir de la mort de Snoke, qui m'avait un petit peu... Voilà, mais finalement, avec le recul, bon, pourquoi pas. Si on y revient dans l'épisode 9 et qu'on apprend quelque chose quand même un peu autour de lui, comment il a bâti ce premier ordre, pourquoi lui et pas un autre et tout. Je veux pas que ce soit un clone de Palpatine ou autre, hein, je veux juste qu'on en sache un peu plus sur ses motivations, etc., etc. En tout cas, il y a quelque chose d'intéressant dans l'épisode 9, c'est du coup...
comment va finir l'arc Rey Kylo Ren, parce que c'est pour moi le seul intérêt du film maintenant, c'est comment les deux vont gérer, le retour de Luke Skywalker en fantôme peut-être, qu'est-ce qu'ils vont faire de Leia, il y a beaucoup de questions qui se posent, et évidemment depuis les trailers, Palpatine, donc de retour, est-ce qu'il va revenir en fantôme, puisque fantôme de la Force lui aussi, mais du côté obscur, moi c'est plutôt ma théorie là, je pense pas qu'il va y avoir de clone et qu'il est toujours en vie, je pense qu'il va revenir en fantôme, mais être présent vraiment quand même. Voilà, d'ailleurs il y a Yoda qui revient dans cet épisode 8 aussi, très belle scène un petit peu qui rappelle Dagobah dans l'épisode 5 avec cette relation Young Skywalker, etc. Donc ça c'était cool, moi ça m'a fait plaisir. Bref, j'aurais des choses à dire encore plus sur ce film, mais je suis obligé de m'arrêter là, et je finirai sur cette théorie finale, donc, puisque je l'ai promis, pour l'épisode 9, qui est Rey? Est-ce que c'est vraiment personne ou pas? Quelle est leur relation entre Kylo Ren et Rey? Est-ce que ce sont... au final, parce qu'ils sont très proches, c'est quand même incroyable cette connexion-là. Mais moi j'ai une théorie sur Rey, au-delà de potentiel clone et tout, cette scène dans la caverne où il y a des milliers de Rey qui sont suites, voilà, David de Film Talker en parle très bien dans sa vidéo là-dessus. Moi j'ai une théorie, Rey c'est peut-être personne, oui, enfin, ou pas, c'est peut-être l'incarnation de la Force. Autant Anakin, il est né d'une mère humaine et donc de la Force, les midi-chloriens, tout ça, pas de père, mais moi j'ai un peu l'impression que ça pourrait être une révélation, plus ou moins surprenante, encore il faut qu'elle soit bien amenée et expliquée, que Rey serait une création Deus ex machina de la Force, et qu'elle n'a pas de parents physiques. C'est peut-être la fille de la Force, elle-même, c'est la Force réincarnée, peut-être, Rey. D'où le fait qu'elle ait un côté obscur, qu'elle soit attirée et tout. Elle a un équilibre en elle, parce qu'elle a le côté obscur et lumineux, c'est peut-être la Force incarnée, Rey, et la Force qui s'est incarnée en un être pour mettre fin à ce bordel et rétablir un équilibre et dire bon maintenant les cocos, là, les Sith, les Jedi, vous nous avez bien gavés, moi la Force j'arrive, je m'incarne, et je donc décide avec le temps du coup, le temps qu'elle prenne conscience des choses, de mettre un terme à tout ça et rétablir un équilibre en étant présente physiquement face à vous. Voilà, avec mes actions et tout, d'être humain, enfin d'être vivant de la galaxie. Peut-être est-ce cela, en fait, la théorie ultime. Maintenant, il faut qu'elle soit bien expliquée, parce que ça pourrait aussi faire tiquer pas mal de gens. Et je suis sûr que là, dans les commentaires, il y en a qui vont me dire « Oh ben non, ce serait quand même bof et tout ». Mais en même temps, pas beaucoup de gens y ont pensé. Alors, en fait, cette théorie, je l'énonce là et je ne l'ai pas vue ailleurs. Voilà, mais peut-être que d'autres y ont pensé quand même. Ou alors, bêtement, Kylo Ren et Rey sont des jumeaux. Et que c'est la fille cachée, comme ils ont fait, ils ont séparé les jumeaux Luke et Leia avant, ils ont peut-être séparé Ben et Rey à la naissance, machin, tout ça, pour nouvel espoir au cas où et tout. Mais bon, si c'est ça par contre, voilà, ça va être très fan service et copier-coller de ce qui a été fait avant. Mais bon, peu importe, voilà. Je finis cette vidéo qui est ultra longue, ultra fleuve et ultra bordélique, mais vu l'épisode, vu le mastodonte que c'est et les critiques qu'il y en a eu derrière, je pense que je pouvais pas faire moins. Voilà. Fini cette rétrospective Star Wars, il n'y a plus qu'à attendre l'épisode 9 maintenant. Je vous dis à la prochaine. Ciao.